Et si je te disais que la Perse n'a jamais vraiment disparu, elle a seulement changé de forme et même de nom? Pourquoi une civilisation avec des milliers d'années d'histoire choisirait-elle de changer son identité devant le monde entier au XXe siècle? La réponse va nous emmener dans un long voyage à travers de puissants empires, des conquêtes qui ont détruit des villes et des décisions politiques qui ont changé la mémoire d'un peuple tout entier. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays, c'est l'histoire de la façon dont le pouvoir, la religion et l'image qu'on renvoie au monde peuvent changer le destin d'une civilisation. Imagine une terre entourée de hautes montagnes, de vastes déserts et d'anciennes routes commerciales. C'est ici que passent les caravanes. Elles ne transportent pas seulement des produits, mais aussi des idées, des croyances et des histoires. À chaque voyage s'ajoute l'identité et le pouvoir. Cet endroit, c'est le plateau iranien. Un lieu important qui, pendant des milliers d'années, a été le centre des civilisations. C'est ici que sont nées des villes, des royaumes et des peuples qui ont façonné l'histoire du Proche-Orient. Mais où tout cela a-t-il vraiment commencé ? Qui a posé les premières bases de ce que nous appelons aujourd'hui l'Iran? Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Pour comprendre cela, nous devons remonter au 2e millénaire avant Jésus-Christ. C'est ici qu'arrivent tous les peuples indo-iraniens, des groupes nomades qui parlent des langues indo-européennes. Ce sont les anciennes racines des langues qui deviendront plus tard le latin, le grec et d'autres langues européennes. Ce n'est pas lié à l'arabe, même si on les confond souvent. En vieux perse, le mot madar signifie mère et pédar signifie père. Des mots ayant un lien avec des origines plus profondes de la langue et de la culture. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont les traces d'une identité ancienne, façonnée par des voyages à travers les montagnes, les déserts et les plaines. Au fil du temps, 2 groupes sont devenus plus remarquables, les Mèdes et les Perses. Les Mèdes vivaient au nord-ouest de l'Iran moderne. Ils étaient organisés, puissants militairement, et ils sont rapidement devenus une force dominante dans la région. Leurs villes se sont développées et leur influence s'est étendue. Pendant ce temps, les Perses vivaient au sud, dans une région appelée Par. C'est de là que vient le nom perse. Au début, ils n'étaient qu'un petit groupe parmi de nombreux peuples de la région. Ils n'avaient pas beaucoup de pouvoir. Il n'y avait aucun signe qu'ils deviendraient le centre d'un grand empire. À cette époque, le mot perse n'était que le nom d'un lieu. Ce n'était pas encore un symbole de puissance. Ce n'était pas encore le symbole d'une grande civilisation. Mais comme dans bien des récits historiques, ce sont souvent les débuts silencieux qui deviennent la source des plus grands changements. À cette époque, le véritable centre du pouvoir était les Mèdes. Ils ont fondé l'un des premiers grands royaumes de la région. Avant même que le nom de Perse ne soit entendu dans les cours étrangères ou écrit dans l'histoire. Mais tout allait bientôt changer. Au milieu des montagnes et des groupes dispersés, un leader allait émerger. Un homme qui ne se limitait pas aux frontières. Il a vu que tout le monde pouvait être uni. Une idée à laquelle presque personne ne croyait. Son nom était Kouros, plus connu sous le nom de Cyrus le Grand. Avec lui commença une nouvelle ère. Ce n'était pas seulement un empire de conquête, mais un empire capable de gagner la confiance du peuple. Il y a une partie particulière dans son histoire. Dans les écritures hébraïques, surtout le livre d'Esdras, on se souvient de lui comme du roi qui a permis aux Juifs de retourner à Jérusalem et de reconstruire leur temple. Une reconnaissance rare pour un dirigeant étranger. Avant l'arrivée d'Alexandre, de Napoléon ou de Gengis Khan, il y avait déjà quelqu'un qui avait commencé à bâtir un vaste empire. Mais sa méthode était différente. Alors que d'autres empires comptaient sur la peur et l'intimidation, Cyrus a choisi une autre voie. Après avoir vaincu les Mèdes, il n'a pas seulement uni les peuples, il a fondé l'empire achéménide, un système unique pour cette époque. Au lieu d'imposer une seule culture, il a permis à chaque région de préserver ses propres traditions. Au lieu de détruire les temples, il les a protégés et a respecté l'identité des peuples conquis. Il leur a permis de continuer leurs pratiques. C'est ici qu'était née une nouvelle forme d'empire. Elle était fondée sur la confiance et la loyauté, pas seulement sur la force. Et grâce à cela, son règne est devenu plus stable. Le commerce était mieux organisé. Les routes étaient hantées plus sûres. La circulation des richesses à travers l'empire était plus fluide. Pour les Juifs exilés à Babylone, il n'était pas simplement un conquérant. Pour beaucoup, il était un sauveur.
Sous ses ordres, ils furent autorisés à retourner à Jérusalem et à reconstruire le temple. Un événement consigné dans le livre d'Esdras. Avec le temps, il fut même mentionné dans le livre d'Isaïe comme un homme mis au service d'un dessein plus grand. Mais les Babyloniens avaient un point de vue différent. Dans leurs archives, il ne s'est pas présenté comme un fidèle du dieu de la Perse. Au lieu de cela, il a déclaré avoir été choisi par leur dieu Marduk, un geste très intelligent, car au lieu de s'opposer aux croyances du peuple, il les a utilisées, il a maintenu l'ordre, il a préservé la confiance du peuple. Et il a ainsi facilité la gouvernance d'un empire immense. À ce stade, c'est clair, la Perse n'est pas seulement apparue grâce à la force. Elle s'est développée grâce à la stratégie, à la compréhension des gens et à la capacité de combiner pouvoir et respect. Une combinaison rare mais très puissante. Au lieu d'imposer sa propre religion, Cyrus le Grand s'est présenté comme le restaurateur de l'ordre que les peuples conquis croyaient avoir perdu. Il n'a pas changé leurs croyances. Au contraire, il les a préservées. Un type de diplomatie très efficace teinté d'une forme d'affection pragmatique. Une décision politique intelligente. Sous la direction de Cyrus et des dirigeants qui lui ont succédé, en particulier Darius Ier, l'empire s'est rapidement étendu. Il s'étendait du fleuve Indus à l'est jusqu'à la mer Égée à l'ouest, de l'Égypte au sud jusqu'aux vastes régions de l'Asie centrale au nord. En moins d'un siècle d'anciens royaumes puissants comme Babylone, la Lydie et l'Égypte sont devenus de simples parties d'un seul empire. Les anciens ennemis se sont retrouvés sous une seule autorité. Mais la véritable force de la Perse ne résidait pas seulement dans la conquête, elle était dans le système. Ils ont construit un vaste réseau de routes reliant des milliers de kilomètres de territoire. La plus célèbre d'entre elles était la route royale. Sur cet itinéraire, les messagers pouvaient donc traverser tout l'Empire en quelques jours. Selon Hérodote, la rapidité de ce système était impressionnante. Qu'ils traversent le désert, la montagne ou la tempête, le mouvement des messages ne s'arrêtait jamais. En plus de cela, ils avaient également un système administratif bien organisé. Chaque région était dirigée par des chefs appelés satrapes. Ils étaient chargés de collecter les impôts. Ils maintenaient l'ordre. Et ils représentaient le pouvoir de l'empereur. C'était une combinaison d'organisation, de diplomatie et de stratégie. Et grâce à cela, l'empire est devenu stable. Le commerce était mieux organisé. L'information circulait plus rapidement. L'économie était mieux contrôlée. Grâce à ce système, il y a des historiens modernes comme Lloyd Llewellyn-Jones qui décrivent l'empire achéménide comme la première superpuissance de l'histoire. Un empire qui n'était pas seulement vaste, mais aussi organisé et stable pendant une longue période. Mais l'équilibre entre le respect de la culture et le pouvoir centralisé est très délicat. C'est comme une corde tendue au-dessus d'un précipice. Une petite erreur seulement, elle peut se rompre. Tout l'empire dépendait de la stabilité, d'un leadership fort et du contrôle sur un territoire immense. Et parfois, il ne faut qu'un seul coup dur pour que tout commence à s'effondrer. Une guerre, une ambition, un conquérant. Et ce coup viendra de l'Ouest. En 334 avant Jésus-Christ, un petit groupe de soldats disciplinés traversa l'Hellespont vers l'Est. Ce groupe était dirigé par un jeune roi venu de Macédoine. Il s'appelait Alexandre le Grand. Son objectif allait bien au-delà de la simple conquête. Il voulait se venger des attaques passées de la Perse contre les cités grecques. Il voulait prouver sa valeur. Et pour certains, il poursuivait quelque chose qui allait au-delà du pouvoir. Un nom immortel dans l'histoire. Et pendant une courte période, il a réussi. Bataille après bataille. Granique, Issos et enfin Gaugamel. À chaque bataille, les soldats perses ont été vaincus. L'empire achéménide, qui avait longtemps régné sur la moitié du monde connu, s'est effondré peu à peu. Mais le plus surprenant n'est pas sa victoire, mais ce qu'il a fait après. Au lieu de détruire la Perse, il l'a admirée. Il a étudié le système de gouvernance, il a conservé la bureaucratie et il a continué à gouverner en utilisant les anciens palais perses. Il a épousé Roxana, une princesse de l'Orient. Il portait des vêtements perses et participait à des rituels liés à la tradition zoroastrienne. Avec le temps, il s'est présenté comme l'héritier des anciens rois de Perse, non pas comme un conquérant, mais comme un continuateur. Mais cela n'a pas été accepté par tous. Pour de nombreux Grecs, en particulier ses généraux, cela ressemblait à une trahison.
Ils étaient habitués à la culture hellénique. Et pour eux, le fait qu'Alexandre adopte cette culture était une forme de honte. C'est là que la tension a commencé. Il ne s'agissait plus seulement de luttes extérieures, mais aussi de conflits au sein de son propre groupe. Un rappel que même les plus grands succès s'accompagnent de discordes. Après tout, n'était-il pas venu au cœur de l'Asie pour détruire la puissance de la Perse ? À présent, leur propre roi semblait fasciné par le luxe, la spiritualité et les anciennes traditions de l'empire qu'il avait conquis. Peu à peu, la tension monta. Il y avait des murmures de complot parmi les officiers et les soldats. Mais il semblait qu'Alexandre le Grand avait vu quelque chose que ces hommes ne comprenaient pas encore pleinement. Il avait compris que gouverner un empire aussi vaste ne se résumait pas seulement à l'épée et aux batailles. Il s'agissait de symboles, de légitimité et de l'union de différentes cultures. Sa vision était bien plus large. Une civilisation où l'Orient et l'Occident pouvaient coexister. Peut-être qu'il ne voulait pas seulement être roi de Macédoine. Peut-être qu'il voulait être un dirigeant au-delà des frontières du temps. Mais tout s'est soudainement arrêté. En 323 avant Jésus-Christ, à l'âge de 32 ans, il est mort à Babylone. Il n'y avait pas d'héritier clair. Et à cause de cela, son immense empire a été divisé. Il est revenu à ses généraux connus sous le nom de Diadoques. La partie centrale de l'ancienne Perse est passée sous la domination de l'empire séleucide, les héritiers de Séleucos, l'un des généraux les plus proches d'Alexandre. Mais la Perse en tant qu'identité n'a pas disparu. Elle est restée dans la mémoire et l'identité du peuple. Elle s'est simplement tue pendant un moment. Et avec le temps, de nouvelles dynasties allaient raviver le souvenir de l'ancienne puissance. Des dirigeants allaient revendiquer le trône et l'héritage des anciens rois. À la mort d'Alexandre, son empire s'est rapidement fragmenté. Ce qui semblait autrefois inébranlable s'est brisé comme un miroir. Chaque morceau est tombé entre des mains différentes. Mais au milieu de cette fragmentation, la Perse est restée vivante. Dans la culture, dans la mémoire, dans l'identité du peuple. Sous la domination des Séleucides, puis plus tard de l'empire parthe, la Perse est restée une terre importante. De nombreux empires se sont élevés et sont tombés. De nombreux dirigeants se sont succédés. Mais la vie de la civilisation a continué. Dans les villes, les marchés et les temples, la langue, les traditions et la fierté du peuple sont restées vivantes. Et finalement, il est arrivé un moment où elle s'est relevée. Cela s'est produit avec l'essor de l'empire sassanide. Une dynastie qui est née exactement là où le pouvoir de la Perse a émergé pour la première fois. Leurs dirigeants ont déclaré qu'ils étaient les véritables héritiers des anciens rois de l'empire achéménide. Sous leur règne, l'ancienne religion perse, le zoroastrisme, est redevenu un centre de pouvoir, une croyance qui existe depuis des milliers d'années. Elle est fondée sur les enseignements de Zoroastre et le culte d'Ahura Mazda, le dieu de la sagesse. Les temples du feu ont été reconstruits. Les anciens rituels sont revenus et l'identité perse a de nouveau fleuri. Non pas seulement comme un souvenir, mais comme une civilisation vivante qui continue d'évoluer sans jamais disparaître. La Perse s'est de nouveau élevée en tant qu'empire craint et respecté. Mais comme cela arrive souvent dans l'histoire, aucun pouvoir n'est éternel. Au 7e siècle, une nouvelle force a émergé de la péninsule arabique. C'était l'islam. Et il n'est pas venu en tant qu'invité. Il est venu en tant que conquérant. En quelques décennies, les soldats arabes ont vaincu l'empire sassanide. Ils ont conquis l'ancienne terre de la Perse. Cela s'est accompagné de l'arrivée d'une nouvelle croyance, d'un nouveau système de gouvernement et de la langue du pouvoir. L'arabe était devenu la langue du gouvernement et de la religion. Peu à peu, le zoroastrisme a été remplacé par l'islam. Mais malgré cela, l'identité de la Perse n'a pas disparu. Elle est restée présente dans les écrits, dans l'érudition, dans la philosophie et dans l'art. Au fil des siècles, de grands esprits sont apparus. Des personnes qui ont décrit en persan ou qui ont influencé l'ensemble du monde islamique. L'un des exemples est Ferdowsi. Dans son œuvre épique, le Shahnameh, il a préservé la mémoire des anciens rois. C'était une façon de ne pas laisser disparaître complètement l'histoire de la Perse. Ainsi, même après avoir accepté l'islam, la Perse a trouvé un moyen de combiner l'ancien et le nouveau. Elle n'a pas complètement abandonné son passé. Au lieu de cela, elle a fusionné les deux mondes. Au cours des siècles suivants, la région a changé à plusieurs reprises. Il y a eu les Turcs, il y a eu les Mongols, et d'autres dynasties qui se sont affrontées pour le pouvoir. Bagdad est passé sous le contrôle de différentes forces. Les Seldjoukides ont suivi.
Puis vint la conquête dévastatrice de Gengis Khan, et plus tard les campagnes de Timur. C'était comme un immense échiquier. Le pouvoir changeait constamment de main. Il y avait toujours un nouveau joueur. Mais au milieu du chaos, une nouvelle identité s'est formée. Une Perse musulmane, mais avec sa propre identité, différente du monde arabe. Une culture qui a combiné les anciennes traditions et de nouvelles influences. Et au fil du temps, elle est devenue de plus en plus forte, jusqu'à l'arrivée d'une dynastie qui a complètement changé le cours des choses dans la région, la dynastie safavide. Ils ne chercheront pas seulement le pouvoir, ils avaient un objectif clair, unifier le territoire, et façonner une identité religieuse claire. À cette époque, la majeure partie du monde islamique, y compris la Perse, suivait la tradition sunnite. Mais les Safavides ont pris une décision radicale. Ils ont fait du chiisme duodécimain la religion officielle. Cela ne s'est pas fait en douceur, cela a entraîné de grands changements. Il y a eu une réforme religieuse, il y a eu une pression politique. Et cela a eu un impact profond sur la société. À ce stade, il ne s'agissait plus seulement de la Perse. C'était désormais une nouvelle forme de civilisation. Un pays dont l'identité a de nouveau changé. Mais il portait toujours l'ombre de ces milliers d'années d'histoire. Malgré les conflits, cette décision a entraîné un changement qui façonnerait le pays pendant de nombreux siècles. C'est ici que la distinction claire d'un Iran chiite par rapport à un monde islamique majoritairement sunnite a commencé. En même temps, la dynastie safavide a également renforcé la culture. De grands bâtiments ont émergé, l'écriture s'est raffinée et des progrès ont eu lieu en médecine, philosophie et savoir. C'est comme si une nouvelle Perse renaissait. Elle reste enracinée dans l'ancien empire, mais fait désormais partie du monde islamique. Et à cette époque, un ancien nom est revenu en force, le nom d'Iran. Ce nom vient du mot Aranam qui signifie « terre des Ariens ». Il est utilisé dans le pays depuis longtemps. Mais viendra le temps où le monde entier entendra à nouveau ce nom. Et cela changera complètement la façon dont on appelle la Perse. Pendant ce temps, le nom perse n'était à l'origine que le nom d'un lieu. Le Par est l'endroit d'où venaient naître les premiers rois. Mais à cause de l'influence des Grecs, surtout après les guerres décrites par Hérodote, c'est ainsi que le monde extérieur a commencé à appeler tout l'Empire. Ainsi, tandis que des dynasties comme les Safavides consolidaient leur pouvoir, suivies par des dirigeants comme la dynastie Kadjar, une situation particulière s'est créée. Deux noms, un seul pays. Pour le reste du monde, c'était la Perse. Pour ses propres habitants, c'était l'Iran. Ce n'était pas une simple confusion. C'est le résultat d'une longue histoire de la politique et de la vision de différentes cultures. Et pendant longtemps, ces deux noms ont coexisté sans grand problème. Mais au XXe siècle, tout va changer. Un nouveau dirigeant va émerger, un roi avec l'objectif de transformer et de moderniser le pays. Et sous son règne, il va faire face à une question qui était restée en suspens depuis longtemps. Quel est vraiment le nom du pays aux yeux du monde ? Et ce changement ne s'est pas produit par la guerre ou par un accord entre les nations. Il a commencé par une simple lettre envoyée aux représentants du monde entier. Pendant de nombreux siècles, cette terre était connue sous le nom de Perse. Un nom qui évoque l'image de grands empires, de magnifiques tissus, d'une littérature profonde et d'une tradition intellectuelle qui a influencé tout le monde islamique. C'est la terre des poètes comme Nahab et Saadi Shirazi, des érudits comme Avicenne et des récits épiques comme le Shahnameh, qui racontent l'histoire des anciens rois, de la légende à l'histoire, y compris Cyrus le Grand et Darius Ier. Mais aux yeux de l'Occident, le mot perse a une autre signification. Pour de nombreux Européens, c'est un monde exotique. Lointain, rempli de luxe et parfois décrit comme excessif dans l'opulence et le pouvoir. Une image qui vient des anciens récits des Grecs. Dans ce contexte, au XXe siècle, un dirigeant a décidé de tout changer. Reza Shah Pahlavi, un roi fermement décidé à moderniser et à renforcer le pays. En 1935, il a envoyé une lettre officielle à toutes les ambassades, une demande simple. À partir de ce moment-là, le pays serait appelé Iran, mais ce n'était pas simplement un changement de nom. C'était une démarche pour changer l'image du pays dans le monde, s'éloigner des anciennes perceptions créées par d'autres cultures et revenir à sa propre identité. Le nom Iran vient du mot Aryanam, qui signifie terre des Ariens ou terre des gens nobles. En l'utilisant, le pays voulait montrer un nouveau visage, un État moderne, une nation avec sa propre voix,
et une civilisation qui n'est pas seulement liée au passé, mais qui est aussi tournée vers l'avenir. C'est une simple lettre, mais une déclaration très forte, non seulement sur le plan politique, mais aussi pour l'identité de tout un pays. Malgré cela, cette décision n'a pas été facilement acceptée. Même à l'intérieur de l'Iran, de nombreux intellectuels, historiens et citoyens ordinaires étaient inquiets. Pour eux, la Perse n'est pas seulement un nom utilisé par d'autres pays. C'est un symbole d'une grande histoire construite au fil de milliers d'années. C'est le nom associé à l'empire achéménide, aux projets monumentaux de Darius Ier et à la richesse des écrits et des connaissances qui ont émergé au fil du temps. Pour d'autres, abandonner le nom de Perse revient à rompre avec une mémoire collective. Un souvenir qui remonte à l'Antiquité, à l'époque où les rois régnaient depuis des villes comme Pasargade et Persépolis, et où différents groupes de personnes vivaient sous un seul empire. Malgré les critiques qui subsistaient, l'Iran est devenu le nom officiel dans les documents, les traités, les journaux et sur les cartes du monde entier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1979, un grand changement s'est produit. Une révolution menée par l'ayatollah Ruhollah Khomeini a renversé la monarchie, et c'est ainsi que la République islamique d'Iran est née. Le pays est entré dans une nouvelle ère, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan religieux. Ses relations avec l'Occident se sont rapidement détériorées, et le chiisme, déjà partie intégrante de l'identité du pays depuis l'époque de la dynastie safavide, est devenu encore plus central dans le système gouvernemental. Le regard du monde a aussi changé. Aujourd'hui, pour beaucoup, le nom de l'Iran est associé aux tensions politiques, aux sanctions et aux conflits diplomatiques. Il est intéressant de penser qu'alors que l'image de l'Iran est ainsi aujourd'hui, le nom de Perse a une toute autre signification. Pour beaucoup, ce nom est romantique, lié à la poésie, à l'art et à un passé coloré qui semble séparé du présent. Deux noms, deux images, un seul pays et une histoire qui continue d'être façonnée jusqu'à aujourd'hui. Deux noms, une terre et une histoire qui coulent depuis des milliers d'années comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Parce que parfois, un nom ne concerne pas seulement un lieu ou la politique, il porte la mémoire, l'identité et le but d'un peuple tout entier. La terre autrefois appelée Perse et aujourd'hui connue sous le nom d'Iran, a été témoin de l'essor des empires, de la chute des rois et du passage de nombreuses générations. C'est ici que sont nés le savoir, une écriture plus raffinée et des guerres qui ont façonné le destin de nombreux peuples. Et d'une certaine manière, son histoire ressemble à un rappel qui se répète sans cesse. Il y a des royaumes qui s'élèvent et d'autres qui tombent, mais l'histoire de l'humanité semble guidée par une force supérieure. Selon le livre de Daniel, c'est Dieu qui enlève et qui établit les rois. Un rappel qu'aucun empire, aussi puissant soit-il, ne durera éternellement. C'est peut-être la raison pour laquelle cette terre, malgré les innombrables changements de noms et de dirigeants, a su préserver son identité. Les empires sont passés, les religions ont changé et les gouvernements sont tombés, mais la mémoire du peuple est restée. En fin de compte, la question n'est pas seulement pourquoi la Perse est devenue l'Iran. La question est plus profonde. Qu'est-ce que cette histoire révèle sur le monde où le pouvoir change constamment ? Les frontières changent et même les noms peuvent être remplacés. Mais la quête humaine de sens, de foi et de but demeure. Car malgré tous les empires de l'histoire, il existe un royaume qui ne dépend ni des soldats, ni des couronnes, ni des frontières. Un royaume qui, selon l'ancienne parole, ne sera jamais détruit.